Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Purposeful Stories de 17 Sport. Je vous rappelle le format. La session d'aujourd'hui va durer 45 minutes. On débutera par un échange de 30-35 minutes avec notre invité, suivi de 10-15 minutes de questions. François, qui est parmi nous, se joindra pour sélectionner vos questions et pour que nous puissions y répondre. Alors, le thème d'aujourd'hui, vous étiez nombreux à pouvoir le découvrir. Il vient aborder une conviction profonde que pour bâtir un monde, je dirais, plus responsable et un futur durable, on doit débuter dès aujourd'hui. Et c'est évidemment un enjeu très important. Alors, pour témoigner et enrichir cette conversation, on a la joie d'accueillir un invité qui est inspirant, Xavier Rivoire, bonjour. Bonjour à toi, Fabien, et bonjour à tous. Et merci d'être présent ce soir parmi nous. Merci inspirant, je ne sais pas si je le suis. En tout cas, tout ce que vous faites de votre côté nous inspire, ça c'est sûr. Merci, mais c'est réciproque. Et si, en tout cas, je pèse mes mots. Mais pour débuter, je voudrais déjà te présenter aussi aux personnes qui nous écoutent, puisque tu as un parcours aussi atypique. Tu es aujourd'hui le leader de la communication externe et institutionnelle de Decathlon United, donc du groupe Decathlon à l'international. Mais tu as un parcours, je le disais, très riche, puisque tu es diplômé au départ de l'école de journalisme de Lille. Et puis, tu as débuté ta carrière de journaliste pendant plus de 25 ans, ce qui t'a amené à voyager notamment à l'international dans différents pays du monde. Et c'est vrai que c'est une carrière très, très riche, puisque Decathlon, tu n'as rejoint le groupe qu'en 2012, si je ne me trompe pas. Et après avoir justement passé 25 ans en tant que correspondant à l'étranger, tu es revenu pour notamment entamer, justement aider les entreprises sur les enjeux de prise de parole. Et notamment le groupe Decathlon qui était, je crois, un de tes clients, un de tes partenaires. Et tu as rejoint ensuite le groupe donc en 2012 et aujourd'hui tu es le leader de la communication externe du groupe à l'international. D'ailleurs, on parle de leader, on ne parle pas de directeur par exemple. Je crois que c'est un choix au sein de la One Blue Team. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? On estime effectivement, Fabien, que les titres importent peu et que les missions sont plus importantes. Et c'est ainsi qu'on a effacé de notre vocabulaire le titre de directeur, directrice pour le remplacer par leader. C'est parfois difficile à entendre de la part des médias qui nous demandent de parler au directeur général, au président, au CEO. Et quand on leur dit qu'en fait, on a 94 000 directeurs généraux, directrices générales en puissance, ils ont du mal à entrer dans ce schéma. On est resté dans les médias, j'en parle un petit peu en connaissance de cause, tu viens de rappeler gentiment mon parcours de journaliste. Les médias, je pense, aujourd'hui, sont restés dans l'ancien monde, celui de la verticalité, celui où tu as à la tête de la pyramide le pharaon et les esclaves qui viennent poser les pierres. Nous pensons que ceux qui posent les pierres à la base de cette pyramide sont en fait les artisans qui donnent du sens. Et donc, dans la mesure du possible, nous essayons d'inverser cette pyramide et c'est ce que Michel Abalea, le leader de Decathlon International, nous rappelle souvent, pour que les artisans qui ont en main les outils et qui sont en train de sculpter ces pierres et de les poser soient les fondations intangibles de Decathlon et le CEO n'est qu'un artisan parmi les autres. Mais c'est parfois difficile à entendre de la part des médias. Donc, en fait, loin de moi l'idée d'être un DIRCOM ou quoi que ce soit, je suis juste un petit scribe chauve, comme tu le vois, mais passionné. Non, merci. Justement, alors le groupe Decathlon United, la marque Decathlon est vraiment inscrite dans le patrimoine français. C'est une marque qui est proche des Français, du grand public. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots et en quelques chiffres aujourd'hui le groupe Decathlon United pour que tout le monde aujourd'hui se projette un petit peu sur l'étendue de l'entreprise? Avec plaisir, Fabien. Déjà, j'aimerais dire un mot à toutes celles et tous ceux qui sont là, qui nous font le plaisir de se joindre à nous en cette fin de journée, ensoleillée souvent et partout presque.
Merci de vous joindre à nous et je vois cet échange vraiment comme un dialogue beaucoup plus qu'une prise de parole magistrale. Ça, c'est la première des choses que je voulais vous dire. Et puis, la deuxième chose que je voulais vous dire en introduction, c'est que j'ai reçu une très bonne nouvelle juste avant cette visio. Une jeune stagiaire qui est à mes côtés depuis maintenant presque 6 mois, Anne-Laure, qui m'aide pour les dossiers de presse, pour l'événementiel de la One Blue Team dont on va parler dans un instant, m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'elle venait de se voir offrir un CDI et elle ne reste pas en communication. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Elle est excellente, mais c'est une bonne nouvelle qu'elle aille ailleurs, qu'elle voit autre chose. Et elle a décidé, Anne-Laure, avec toutes ses compétences, de retourner en magasin Decathlon pour devenir responsable du rayon montagne du Decathlon de Laval. Et cette nouvelle me fait plaisir parce que je parlais des artisans, celles et ceux qui font les choses sur le terrain. Pour nous, être au magasin, dans ce magasin, Fabien, c'est le cœur de tout. Parce que c'est là où tu es en lien avec tes clients, c'est là où tu es en lien avec tes produits et c'est là où tu es au cœur de la machine. Et loin de moi l'idée de penser que les plus importants sont ceux qui sont en train de tisser des stratégies de communication. Non, les plus importants sont celles et ceux qui font et je ne suis qu'un messager de ces gens-là, que ce soit au sein de Decathlon ou ailleurs. Pourquoi One Blue Team, Fabien? C'est parce que on ne voulait pas, en fait, quand on a créé cette plateforme de communication externe de Decathlon United, rappeler qu'on était Decathlon, de remettre du Decathlon United. On a voulu cette plateforme comme inclusive, ouverte à toutes et à tous, à tous les acteurs du monde du sport et d'ailleurs, parce que nous pensons que c'est ainsi que se façonne le monde d'aujourd'hui et donc de demain. Et c'est ainsi qu'on a choisi l'appellation de One Blue Team avec son sens collectif qui définit en fait la communication externe de Decathlon United. Nous servons aujourd'hui 70 pays, Fabien. Decathlon qui est né à côté de Lille en 1976, en juillet 76, est en fait, donc il y a 44 ans, est en fait devenu cette entreprise. Nous restons une toute petite start-up dans l'esprit. Je pense pouvoir dire, Fabien, que nous sommes une grande entreprise, non pas par son chiffre d'affaires ou par le nombre de ses collaborateurs, mais une grande entreprise par ses valeurs. Ces valeurs qui sont en fait intangibles, la proximité, la relation. Et nous laissons à d'autres peut-être la valeur d'écologie, des boîtes comme Patagonia qui le font très bien, valeur d'innovation avec des entreprises comme Nike, Adidas, je sais que nos amis d'Adidas sont là ce soir aussi, qui le font très bien. En revanche, Fabien, nous voulons être et continuer d'être cette entreprise avec cette valeur d'humanité qui a toujours marqué Decathlon. Nous insisterons là-dessus dans les mois et les années à venir. Merci beaucoup, Xavier, pour cette introduction. Justement, alors on sait tous que le groupe Decathlon a été très actif pendant la crise sanitaire qu'on a traversée, notamment justement à travers les masques EasyBress qui ont été mis à disposition du personnel soignant et des malades. Ce que je retiens moi, de cette initiative, sans la commenter, puisqu'elle a déjà été évidemment, je trouve, définie en profondeur, c'est cette initiation et cette intelligence collective qui est mise au service du bien commun. Et j'ai le sentiment que la crise a été un accélérateur de cette prise de conscience et que aujourd'hui, c'est les plus belles initiatives qui sont durables et responsables rassemblent justement le collectif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton sentiment par rapport à ça, s'il te plaît? Déjà, Fabien, le sport est un bien commun. Le sport, et c'est ce que l'on a essayé de dire aux institutions en France et dans les autres pays pendant cette terrible crise. Nous ne sommes pas sortis d'ailleurs de cette pandémie. Je rappelle que des milliers de patients sont encore en train de souffrir, des milliers de personnels soignants sont encore à l'œuvre et sur le terrain. Donc, loin de moi l'idée de dire que tout est derrière nous. Nous sommes encore dans cette épidémie et parfois nous l'oublions, à commencer par moi-même. Mais nous avons essayé de dire et de redire que le sport était un bien de première nécessité. C'est pour ça que lorsque certains déposaient des recours juridiques ou administratifs en disant « Non, mais Decathlon n'a pas le droit de vendre chez Franprix ou chez Walmart aux États-Unis, à Franprix à Paris ou bien avec Deleuze en Belgique »,
nous rappelions simplement que nous étions là pour répondre aux besoins de nos clientes et de nos clients qui souhaitaient simplement peut-être, en même temps que d'aller acheter leur litre de lait, acquérir une corde à sauter. Bien Et sûr. donc, nous sommes dans cette logique-là. Oui, le sport est un bien commun, c'est un produit de première nécessité et nous le rappellerons. Et d'ailleurs, dans le presse que nous avons sorti pendant Covid, le premier s'appelait Le sport qui nous rend fort. Et ce sport qui nous rend fort est le premier vecteur contre les maladies et la première source pour lutter contre tout ce qui est microbes, infections, etc. Et donc, nous sommes là pour rendre le sport technique accessible au plus grand nombre. Et puis après, tu parlais du don de masques et de cette intelligence collective. Tout est parti, Fabien, de ce petit geste en Lombardie, face au virus, une start-up italienne s'est tournée vers nous en disant « Nous pensons avoir trouvé en 3D l'impression qui permette de plugger la valve que nous venons de créer à votre masque EasyBreath. Est-ce que vous nous aideriez à accompagner le personnel soignant et médical à Milan et dans ses environs ?» Et donc, cette petite start-up, Icinova, s'est tournée vers nos équipes de Decathlon Italie. Et nos collègues italiens ont donné ces masques. 1000 d'abord, 3000 ensuite, 5000, monté jusqu'à 10 000 assez rapidement. Mais ils ont aussi fait quelque chose, Fabien. On ne s'y attendait pas forcément. Là, tu vois, j'ai une feuille. Ils ont donné en fait les plans, les secrets de fabrication de ce masque en même temps que le masque lui-même. Et du coup, donner ce masque dans une région comme la Lombardie, c'était le donner finalement au reste de l'humanité. Et nous avons été débordés par les appels à l'aide et celles et ceux qui levaient la main pour dire « nous aussi aimerions aider, comment pouvons-nous participer à l'élaboration de ce masque, à son adaptation, pour qu'il puisse à la fois protéger le personnel médical, mais aussi les patients, puisqu'il aidait également à la respiration en même temps qu'il était un objet de protection. » Nous avons juste pris la parole pendant cette période pour rappeler que ce produit était à l'origine un produit sportif, parce que nous ne pouvons pas nous afficher comme un acteur du médical, même si nous sommes un acteur de la forme et donc peut-être de la santé. Et nous avons simplement confirmé le don de ces masques, qui était une décision locale, prise par Decathlon Italie, puis par Decathlon France, puis par Decathlon Espagne. Et j'allais dire que le nombre de masques maximum a juste été mesuré en fonction de l'équilibre économique pour qu'on ne se mette pas en grande difficulté financière. Mais au total, ce sont 250 000 produits qui ont été donnés dans le monde pendant cette période, à la fois les masques EasyBreath dont tu parlais, de la marque Soubea, mais aussi des lunettes de natation qui servaient à protéger les infirmières, les infirmiers, les médecins, mais aussi des gants tout simplement, mais aussi des panchos Quechua. Et donc, participer à notre niveau. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que de très grandes entreprises, comme de toutes petites, de toutes récentes, se sont tournées vers nous, de la NASA à Ferrari, en passant par des startups qui n'avaient que quelques jours d'existence, ou bien encore l'université de Stanford, ou encore Airbus, qui ont rejoint cette plateforme de co-création que nous avions lancée pendant cette pandémie. C'est bravo, un grand bravo, parce que je pense que c'est aussi que le début et ça va forcément aussi inspirer beaucoup d'acteurs. Merci Xavier. Une question, parce que je sais que vous avez récemment, Decathlon se veut justement est acteur du changement, et vous avez lancé la publication d'un livre bleu rassemblant 25 initiatives, je dirais, durables et responsables à travers le monde, qui n'étaient pas forcément uniquement des initiatives de Decathlon United. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur déjà comment est venue l'idée et comment ça s'est manifesté, et comment on arrive aujourd'hui à la publication de ce livre bleu que je trouve vraiment assez riche, puisqu'il touche tous les différents sujets de société et avec vraiment on se rend compte que c'est accessible et qu'on peut, même à notre petit niveau, je dirais, pouvoir agir. Donc, je ne sais pas, Fabien, si nous nous présenterions comme des acteurs du changement.
ce serait sans doute prétentieux. En tout cas, nous voulons être des acteurs. Oui. Et quelque chose, pendant toute cette période de confinement, nous a marqué au sein de la One Blue Team, c'est qu'on entendait beaucoup de choses sur le monde de demain, beaucoup de théories sur le sport de demain. D'ailleurs, des concepts et des idées qui étaient très belles, mais qui restaient assez conceptuelles, voire philosophiques. Et à partir de ce postulat, on s'est dit, est-ce que le monde de demain n'existe pas déjà aujourd'hui? Et comme Michel Abalea, notre leader, le rappelle, le monde de demain, ce n'est pas partir sur Mars forcément. Bien sûr, ce que fait Elon Musk, c'est remarquable. Mais le monde de demain se construit aujourd'hui, est construit aujourd'hui, il se façonne aujourd'hui, il est façonné aujourd'hui. Et nous avons voulu, effectivement, Fabien, à travers cette plateforme qui s'appelle Commençons demain dès aujourd'hui, en anglais Start Tomorrow Today, et qui est traduit dans une dizaine de langues. Vous le verrez sur oneblueteam.com, qui est notre site de communication externe. Nous avons voulu montrer ces exemples partout dans le monde de femmes et d'hommes qui font les choses, ce que l'on appelle les faiseurs. Tu sais, il y a tout un mouvement de Pierre Rabhi qui, depuis son petit potager, n'a pas besoin dans l'incantation, donner des leçons sur l'écologie puisqu'il fait. Et donc, il y a des tas de personnes comme ça qui agissent. Et nous avons relevé, pour commencer, à peu près 25 exemples. Et puis, chaque semaine, nous viendrons charger cette plateforme de nouvelles illustrations. Et donc, il y a Yannick Agnel qui explique, par exemple, depuis Marseille, en quoi, pour lui, l'e-sport est un sport et comment est-ce qu'il transforme des gamers, puisqu'on parle du sport de demain, donc des joueurs digitaux, des pure players en quelque sorte, en des sportifs actifs. C'est un exemple parmi d'autres. Comment est-ce que Thierry Breuil, par exemple, champion du monde de trail, qui travaille aujourd'hui pour la marque Evadict au sein de Decathlon, explique que ces sorties de trail, ce ne sont plus forcément des sorties de 200 km avec un dossard, mais ce sont peut-être de petits runs avec des amis sur des distances plus courtes, mais faites de façon beaucoup plus simple. Et puis, il y a des exemples qui sont pris au Burkina Faso, d'autres exemples qui sont pris en Équateur, comme Johanna, qui est cette marcheuse, qui en fait explique comment on peut être aujourd'hui une maman, une épouse et une sportive de haut niveau. Et je crois, Fabien, qu'on parle de durabilité. La durabilité, elle n'est pas simplement écologique, bien sûr qu'elle l'est, mais elle est d'abord humaine. Et comment fait-on pour marcher vers l'équité, vers l'égalité? Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et quand je manie ces grandes idées auprès de mon épouse, elle me dit, tu es gentil, bah, tu vas commencer par faire les courses, faire le ménage, faire la cuisine, et après, tu pourras me donner des leçons. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai à marcher sur ce chemin. Et donc, nous avons repéré beaucoup de femmes et d'hommes à travers le monde, quelle que soit leur culture, quel que soit leur lieu géographique, qui font les choses. Et c'est l'objet, en fait, de cette plateforme. Commençons demain dès aujourd'hui. Start tomorrow today. François va d'ailleurs vous inscrire le lien que je vous invite vraiment à visionner et à regarder. Et Fabien, je me permets juste d'ajouter quelque chose ici. Lorsque on a un petit comité éditorial au sein de la Blue Team, puisqu'on on s'adresse d'abord à nos amis journalistes et aux médias et aux relais d'opinion du monde entier. Et donc, quand on a ouvert la discussion, les premiers exemples qui ont surgi sont naturellement des exemples issus de Decathlon. Par exemple, Sarah, qui est une marcheuse installée à Téhéran, qui nous explique que, oui, à Téhéran, être une marcheuse de haut niveau, c'est difficile. Si elle veut quitter son pays, elle ne le peut que si elle est accompagnée par un homme. Donc, on est encore loin du compte. Mais Zara, elle est soutenue par notre marque Newfield, qui est également la marque qui accompagne Yoann Diniz, le champion du monde, qui, je l'espère, deviendra champion olympique à Sapporo et Tokyo l'été prochain. Eh bien, ces exemples-là, on n'a pas voulu simplement qu'ils ne parlent que de Decathlon. Et c'est ainsi qu'on s'est tourné vers nos amis d'Asics, d'Adidas, et on leur a dit, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples en éco-conception que l'on intégrera dans le dossier?
on s'est tourné vers des clubs, puisque les clubs sont pour nous capitaux. Ils sont aussi le sel et le trait d'union de cet univers sportif en France et ailleurs. Donc, le Paris Volley Club nous a expliqué qu'à chaque fois que ces joueurs opéraient un déplacement en avion, ils plantaient des arbres pour compenser effectivement le gaz carbonique émis. Et donc, ce sont ces exemples-là, ouverts à tous, qui sont présentés sur la plateforme. Non, c'est chouette. Et quelle est la finalité de ce livre bleu, je dirais, d'ici quelques années? Est-ce que c'est de rassembler encore beaucoup plus d'initiatives, j'imagine? Est-ce que vous allez reconduire et chaque année euh, updater ce livret justement en l'enrichissant de nouvelles initiatives encore plus inspirantes? Bien sûr, on va l'enrichir d'initiatives inspirantes. Et d'ailleurs, le hashtag choisi est un néologisme, Inspiration. Inspiration en anglais. Et donc, c'est un néologisme entre inspiration et action, comme tu le comprends bien. Et donc, nous appuierons sur l'actualité. Par exemple, au mois d'août, on aura beaucoup d'exemples sur le cyclisme, puisque la saison professionnelle cycliste reprend début août, je crois, avec le Dauphiné, et puis après, elle va s'étaler jusqu'à la fin de l'année. Et donc, nous allons nous appuyer sur les grands événements sportifs et nous allons continuer de donner la parole à tous les acteurs du sport, à tous les acteurs de l'économie, du social, de l'écologie qui agissent. Je pense par exemple là à nos amis de Alltrix, alltrix.com, qui est une plateforme digitale, bien sûr, un e-commerçant reconnu maintenant dans le monde du running et du cyclisme et du triathlon, qui maintenant produit une partie de sa production textile en France, basée depuis la vallée de Chevreuse, à l'ouest de Paris, et qui travaille par exemple dans des usines troyennes. Mais c'est le cas aussi de Decathlon en Inde, qui produit le fameux local to local, qui produit le plus possible des produits localement pour les vendre localement, avec un impact environnemental moindre. Et donc, dans cette logique d'éco-conception, dans cette logique de respect de l'environnement, nous allons avancer. Tout en redisant tout de même, Fabien, que nous sommes loin du compte. Nous restons de gros pollueurs, par exemple. Notre équité, dont je parlais tout à l'heure, est à retravailler. En comité de direction, il y a encore trop peu de femmes, il y a encore trop peu de diversité. Mais je crois que la bonne communication aujourd'hui, celle qui est audible, c'est celle qui dit les choses dans la transparence et l'authenticité. Et c'est la raison pour laquelle plus nous intégrerons des partenaires, je citais ASICS, Adidas, mais d'autres encore, ou des clubs ou des fédérations. Je pense à des choses remarquables, par exemple, aux États-Unis, avec ses académies, à New York, etc. Et donc, voilà, notre responsabilité aujourd'hui est de mettre en lumière et en avant ce que nous faisons, nous, de pas trop mal, et ce que les autres, qui sont nos partenaires, j'allais dire philosophiques ou économiques, font tous les jours sur le terrain. Je ne peux pas être plus d'accord. Je suis à 100% aligné avec cette vision et je pense justement que devant les enjeux qui se dressent devant nous, que ce soit le dérèglement climatique ou bien d'autres, je pense que je dirais la concurrence n'a pas sa place face à ces enjeux et qu'ensemble, même concurrents on doit pouvoir se rassembler et je dirais se compléter pour en tout cas œuvrer au changement et s'inspirer mutuellement puisque c'est l'essentiel. Et j'ai vu d'ailleurs à ce titre que Decathlon avait nourri un certain nombre de partenariats avec des acteurs du sport, comme tu l'évoquais à l'instant, mais également avec d'autres acteurs qui sont issus en dehors de l'écosystème du sport. Par exemple, tu mentionnais tout à l'heure Franprix. Comment est venue cette idée et où est-ce que vous souhaitez aller aujourd'hui? Quelle est la vision que vous avez dans le développement de ces partenariats? Un mot déjà, Fabien, et je répondrai avec plaisir à ta question, puisque ces partenariats ont cours à Paris, tu mentionnais Franprix, en France, mais également en Belgique, aux États-Unis, puisqu'en Californie, nous avons désormais 3 magasins. Nous travaillons avec Amazon, avec Walmart et des acteurs de cette envergure-là. Un mot sur la concurrence. Lorsque je suis interrogé, Fabien, par les médias, Challenge, Capital, pour ne citer qu'eux, et qu'ils m'entraînent sur ce terrain-là, et que je réponds que pour nous, en fait, il n'y a pas de concurrents, il n'y a que d'autres acteurs.
parfois les choses mieux que nous, qui les font à leur façon, mais qui les font bien également. Sûr. Je pense par exemple à des distributeurs comme GoSport qui avancent à leur façon. Eh bien, je rappelle que ce sont d'autres acteurs, mais que ce ne sont pas forcément des concurrents. Nous ne les voyons pas comme des concurrents auxquels aller mordre les mollets, prendre des parts de marché. Je pense que cette notion-là, elle est très consumériste, elle est très mercantile, elle est très vieux monde finalement. Tant est qu'il y ait un nouveau monde et un monde futur. Tout est linéaire, bien sûr, et nous évoluons sur le même plan. Mais en tout cas, le monde d'aujourd'hui, je crois, Fabien, est suffisamment divisé. Il souffre suffisamment, et nous parlions des virus tout à l'heure et de cette terrible pandémie. Il est tellement craquelé partout, et il n'y a qu'à voir les Bolsonaro et les Trump de ce monde, que nous avons, nous, acteurs du sport, je pense, la responsabilité de nous lever et d'agir main dans la main. Et donc, les partenariats dont tu parlais, c'est cela. Ce n'est plus aujourd'hui une entreprise qui t'envoie des messages commerciaux. On fait du -20, on fait du -30, viens dans mon magasin, c'est le déconfinement, profite de cette remise. Nous ne sommes plus là-dedans. Nous sommes en revanche dans une construction active, je l'espère intelligente, où l'on avance ensemble à trouver des solutions. Et parmi ces solutions, il y a effectivement ces plateformes dont tu parlais, qui permettent en fait de dire à celles et ceux qui veulent faire du sport partout dans le monde, du sport technique innovant, ludique et malin, et pourtant accessible, nous sommes là pour vous. C'est la logique en fait de la petite épicerie de quartier qui propose des produits Decathlon. Et d'ailleurs, les magasins Decathlon ne sont rien d'autre que de petites épiceries de sport. Bien sûr. Le sport, tu ne le trouves pas qu'en magasin, tu le trouves sur ton portable, tu le trouves en descendant dans la rue, en prenant la borne de Vélib et de location de vélo. Donc, cette logique-là de durabilité, de location, de réparation et de co-création, nous nous inscrivons. Merci Xavier. Selon toi, c'est le modèle de demain, en tout cas pour tous les acteurs aujourd'hui? J'aimerais que ce soit, Fabien, déjà le modèle d'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, je vais te dire quelque chose. Je crois aux ondes positives et je crois à l'optimisme. Je ne pense pas être un optimiste béat ou un positiviste forcené. J'espère garder le recul nécessaire, la mise en contexte propre aux journalistes, qui est évidemment indispensable, et l'objectivité. Et d'ailleurs, quand on fait moins bien les choses ou quand on les fait mal, il faut savoir le dire. Mais tu sais quoi? J'ai décidé aujourd'hui sur mes réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, dès que je vois un commentaire qui est désobligeant, qui est agressif, qui est virulent, je ne te parle même pas là de racisme, d'antisémitisme, puisque c'est encore plus évident, je zappe ces gens-là. C'est-à-dire que je les bloque, je les fais disparaître. Alors, je ne vis pas non plus dans le monde des bisounours. Ce que je veux dire, c'est que il nous faut transmettre ces messages positifs, et il suffit de peu de choses en fait pour changer les choses. Je crois que c'est le cas effectivement par rapport à l'écologie. L'écologie, ce ne sont pas des grands discours, c'est d'abord qu'est-ce que je fais moi pour que ma petite bouteille d'eau là soit mise au bon endroit au bon moment. Je ne te dis pas qu'on va enlever toutes les bouteilles d'eau aujourd'hui, même si certains de nos magasins le font. Déjà, ouais. Comment faire pour, à mon niveau, comme tu le disais, à mon petit niveau, il n'y a pas de petit niveau, il y a un niveau local qui a une résonance universelle. Nous croyons en cela. Bravo et merci de nous partager vraiment ces exemples. C'est très concret et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est évidemment inspirant, mais ça nous pousse en tout cas à agir encore plus, encore davantage. On va passer désormais aux questions-réponses. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous les partager. François, ici présent, va sélectionner quelques questions et nous les soumettre. Bonjour François. Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Bonjour Fabien. Salut François. Alors, on a une première question pour toi Xavier.
Est-ce que tu penses que nous allons nous diriger de plus en plus vers une économie du partage et non moins de l'usage, et également vers une économie avec plus de circularité? Est-ce qu'on peut avoir ton point de vue sur ces points-là? Je parlais de Pierre Rabhi dans son petit jardin. Alexandre Jardin aussi, ce n'est plus le romancier du zèbre depuis longtemps, c'est quelqu'un qui réfléchit justement et ces zèbres agissent. Bien sûr que je crois, François, que nous sommes en train de passer de la société de l'avoir, de la possession, au monde avec un M capital, de l'être avec bien sûr un E capital. Et je dirais même de l'être H-E, flex, au sens écologique aussi. Mais moi qui suis quand même très très loin du compte sur beaucoup de domaines, eh bien, je me surprends à être dans cette logique de plus en plus. C'est-à-dire que je refais mettre en état mes vélos plutôt que d'acheter le nouveau modèle. J'utilise peut-être le même t-shirt de running que j'espère le moins polluant possible par sa production plutôt que de m'en acheter un deuxième ou un troisième. Et du coup, et je garde ma paire de running peut-être 8 mois, bon, je cours pas mal, 8 mois, 10 mois plutôt qu'en changer tous les 6 mois. Donc oui, bien sûr. Et à propos de circularité, nous sommes en train de préparer le prochain dossier de presse qui s'inscrira d'ailleurs dans cette plateforme Commençons demain dès aujourd'hui, qui sera sur le cyclisme, j'en parlais tout à l'heure. Et bien, cette idée de roue me plaît beaucoup. Tout est circulaire, tout est cyclique. Et d'ailleurs, si vous voyez la couverture de ce dossier de presse, qui est une jeune fille sportive dont les ailes se déploient aussi, c'est évidemment ce que l'on appelle entre nous dans la One Blue Team la dame de Vitruve. On a pris l'exemple de Léonard de Vinci et de son homme de Vitruve que tout le monde connaît grâce à Marc Bompard pour rappeler que tout était cyclique et que nous n'inventons rien, bien sûr. Super, merci Xavier. Une autre question qui revient également, tu en as parlé, on parle des mastodontes, des pure players du e-commerce. Comment, selon toi, Decathlon va pouvoir tirer son épingle du jeu? Comment la Blue Team va pouvoir, au cours de ces prochaines années, tirer son épingle du jeu pour rivaliser avec ces mastodontes qui semblent tout détruire sur leur passage? En tant que petit script de la communication de Decathlon United, je ne prendrai pas position par rapport à Amazon, par exemple, ce qu'ils font. Mais ça vaut pour Cdiscount, ça vaut pour tous ces pure players parce que je ne connais pas assez ce marché pour donner un avis tranché. J'ai quand même une opinion. Ce que je sais, c'est que, François, aujourd'hui, il y a globalement une façon très simple de faire de l'argent. C'est la mécanisation à outrance. C'est la machinisation. Et donc, ça te permet effectivement de faire de l'argent, de ne pas suivre forcément des règles sanitaires, puisque de toute façon, tu fais travailler des robots et des grosses machines plutôt que des êtres humains. Chez Decathlon, nous croyons que le premier capital, il n'est pas technologique. Le premier capital, il n'est surtout pas financier, il est humain. Et donc, nous ferons tout pour préserver nos femmes et nos hommes, qui sont d'ailleurs notre richesse première, et puis le reste suivra. La digitalisation ne doit être qu'un lien et qu'un lien pour favoriser la relation, mais elle ne doit pas te couper des autres et aller plus vite et toujours faire plus d'argent. Donc, j'allais dire à ce pure player que tu mentionnais, peut-être rendez-vous dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 50 ans, et nous verrons. Ce que je sais, c'est que les valeurs en lesquelles nous croyons, c'est-à-dire l'humain d'abord, seront celles pour lesquelles nous nous battrons. Et ça me rappelle cette magnifique pub de Nike sur le Golden Gate, une pub qui date de 74 ou 75, où tu vois un petit runner en train de marcher à côté des files de bagnoles qui sont toutes à l'arrêt, et c'est marqué Man versus Machine. Eh bien, nous nous inscrivons plutôt dans ce petit coureur que dans ces files de bagnoles qui sont à l'arrêt. Super, merci beaucoup Xavier.
On a aussi une question qui fait référence à la notion de fabrication et de production de certains produits Decathlon en Asie, donc en Chine notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie du groupe sur ces questions? Est-ce que Decathlon est en train de réfléchir finalement à des solutions pour accroître ses relations avec les fournisseurs et les prestataires industriels français, par exemple? Decathlon réfléchit exactement à ces thèmes, non pas depuis le 13 mars 2020, depuis le 13 mars 1977. Les premiers vélos que l'on ait vendus étaient des vélos Leleu. C'est-à-dire que c'était un fabricant lillois de vélos. Et je vous invite tous à venir au Between Village, qui est donc à l'extérieur de Lille, à quelques encablures de Lille, pour voir les chaînes de montage, de fabrication de nos vélos Rock Rider, par exemple. Nous ne sommes pas dans une logique non plus de Made in France, parce qu'il serait faux d'annoncer du Made in France alors que 75 à 80% de ta production est faite en dehors de la France. En revanche, nous sommes dans une logique de Made in Europe. Nous croyons que la production en Europe est, dans cet espace de liberté qu'est Schengen, la voie à suivre. Et d'ailleurs, les masques EasyBrest dont je vous parlais et ce plastique sont faits en Italie. Nos selles de vélo, le cuir est fait au Portugal. Les vélos sont assemblés pour beaucoup au Between Village dont je viens de vous parler. Je ne suis pas en train de dire que Decathlon, c'est que du Made in France et que nous sommes les chantres en la matière. Je suis en train de dire simplement qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Decathlon et qui sont dans l'imaginaire collectif, dans les croyances, tout est fait en Chine, etc., qui ne sont pas exactes. Pour travailler pour Decathlon, je puis vous dire que dans cette relation avec les fournisseurs, avec les partenaires industriels, nous sommes de plus en plus dans le local to local. Et la production locale va d'abord aux consommateurs locaux. Exemple en Inde, 60% de la production aujourd'hui va aux consommateurs locaux, elle sera de 80% dans 4 ans. Pour reprendre la Chine, bien sûr que nous produisons en Chine, mais 75% de notre production chinoise sert les consommateurs chinois. Nous devons être fiers de cela. Et nous devons être fiers d'avoir 7500 coéquipiers chinois, comme nous le disons, qui œuvrent dans des entrepôts et dans des usines. Et Wuhan, d'où est partie la fameuse pandémie, ne représente que 2,8% de notre production mondiale. Donc, je veux dire par là que bien sûr nous devons faire mieux, mais il y a beaucoup de choses qui ont été écrites ou dites sur Decathlon qui balayaient d'un revers de main tous les efforts qui avaient été faits ces dernières années. Et nous avions pris ce virus avant la pandémie, nous n'avons fait qu'accélérer ce rythme pendant l'épidémie. Très bien, merci. On a eu aussi une question, on parlait tout à l'heure de marketplace. Est-ce que Decathlon, finalement, demain, en plus de ses activités classiques au sein de ses commerces physiques ou de son site Internet, pourrait devenir une plateforme où se vendraient des produits et des services d'autres acteurs du sport, voire même de concurrents? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans les prochains mois ou années? Partons du principe, François, que nous ne voyons pas de concurrents, mais d'autres acteurs. La réponse est là. Très clair. Pour aller plus loin, nous sommes aujourd'hui dans une logique de proximité, de relation qui est absolue. Et je pense que c'est la marque de fabrique de Decathlon depuis toujours. Et si aujourd'hui, nous pouvons rendre des produits Decathlon accessibles parce que la maman qui vient d'avoir un enfant a envie de se remettre au sport et elle a envie de son petit tapis de yoga de Mios. Parce que la personne retraitée a envie de se mettre à la boxe. Il trouve des gants de boxe à Hot Choc chez Auchan, Franprix, Carrefour, c'est le cas en Belgique, mais aussi dans les magasins Walmart en Californie, à San Francisco, voire sur Amazon. Pourquoi s'en priver? Et j'allais même dire que si ceux qui se présentent comme nos concurrents souhaitaient ouvrir des corners chez nous, pourquoi pas? Et pourquoi ne pas offrir certains de nos produits chez ceux qui se voient comme nos concurrents? Je ne citerai pas d'autres distributeurs de sport ou de sportswear plutôt, mais en tout cas, nous, François, nous resterons sur cette logique. Chaque produit que nous concevrons, puisque Decathlon est un grand concepteur,
sera dédié à une pratique sportive particulière et technique. Après qu'il y ait une extension d'usage parce que tu aimes ta petite paire de Kalenji, tu la trouves jolie, ou ta petite paire de Newfield pour aller marcher et aller boire un verre avec des amis, bien sûr, on ne peut pas t'en empêcher. Mais ces produits seront d'abord techniques et sportifs. Et ils compléteront les produits de nos amis d'ASICS, d'Adidas, que l'on trouve en rayon, ou de Hoka, ou de toute autre marque voulant travailler avec nous. Super, très clair, merci Xavier. Sur l'aspect aussi sustainability, on a eu pas mal de questions. Tu en as aussi parlé. Est-ce que tu es confiant, toi, pour le futur, dans le fait de pouvoir trouver un modèle économique qui permettrait de sortir peut-être d'un certain modèle de consommation de masse avec beaucoup de produits recyclés, éco-conçus. On évoquait, je crois aussi, ce que vous aviez fait avec le zéro produit jeté chez vous, chez Decathlon. Est-ce que ces enjeux-là aussi, pour toi, sont importants à horizon maintenant 10 ans? On parle beaucoup de ces enjeux-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ils ne sont pas à horizon 10 ans, François. Oui. J'aimerais que ce soit à horizon 10 ans ou 100 ans. Nous n'avons plus le temps. J'étais à Paris aujourd'hui, je suis allé courir entre midi et 2. Est-il normal qu'à Paris, on est quoi, le 7 juillet, il fasse quasiment 30 degrés et que pendant toute la période de confinement, on l'a vu en mai, on a eu un juin un peu plus pluvieux, il est fait 30, 32, 33 degrés. Bien sûr que non, nous n'avons plus le temps. Et on a tous vu ces images d'ours polaires à la dérive, littéralement, parce qu'il n'y avait plus de glace sur laquelle rester. Donc, bien sûr que nous sommes dans cette logique-là. L'éco-conception est une chose et nous croyons à la co-création. Toi, trailer, tu utilises la gourde Kalenji, tu t'aperçois qu'elle est bien, ton petit sac à dos qui te permet, ton camelback, en fait, de boire, mais tu te rends compte que l'étiquette qui marquait le prix ou le descriptif technique était encore attaché avec un petit fil plastique. Eh bien, tu nous fais cette remontée. Je te parle de ça puisque Thierry mentionne dans nos interviews. Et nous changeons en fait le mode de fabrication. Et du coup, cette étiquette-là qui existe en papier recyclé, nous l'intégrons au sac de façon à ce qu'il n'y ait plus ce tout petit bout de plastique. Eh bien, ces petits gestes-là créent le monde de demain, évidemment. Et puis, un dernier mot, François, je parlais tout à l'heure de l'écologie. L'écologie, elle est d'abord humaine. Je respecte celui et celle qui est à mes côtés. Alors, on peut aussi protéger la planète et on va le faire et on le fait. Et bien sûr, on plante des arbres. Mais mon écologie à moi, elle est dans le fait de respecter celles et ceux autour de moi. J'entre le matin dans mon bureau, la dame de ménage est là, je dis bonjour madame. Et je fais en sorte, si tu veux, de l'intégrer peut-être à la conception de mon dessin ou de mon dossier de presse que je suis en train de rédiger. Madame, qu'en pensez-vous? Et donc, ces petits gestes-là, ils ont autant de valeur que les grands discours à l'ONU. Super. Merci Xavier. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. Xavier, c'est la fin de notre webinaire et de notre session et de notre conversation. Un grand merci pour ta présence et surtout pour nous avoir partagé toutes ces informations, pour ta bienveillance et puis librement nous avoir inspiré en proposant des actions concrètes. Donc un grand merci et on va continuer de suivre évidemment toutes les actions, toutes les initiatives de Decathlon United et bravo pour ce que vous faites, très sincèrement. Bravo à vous tous. Je sais que beaucoup se sont libérés en cette fin d'après-midi chargés pour tous. Je pense à nos amis de l'entreprise, Adecco, Adidas, ASICS, à nos amis des fédérations qui sont là au club. Et ce que vous faites, chacun dans votre grande dimension, est important pour nous. Donc, merci à vous. Merci François et Fabien de nous avoir donné la parole. Je mets le « je » à la première personne du pluriel parce que je ne suis qu'un messager de Decathlon. Merci à vous, passez un bon été, prenez soin de vous et à très bientôt sur les réseaux de la One Blue Team. Merci Xavier. Merci. À bientôt, salut. À très bientôt. Salut. Au revoir. Salut.